Bonjour, M. Bonnet-Vigé. Bonjour, Un gros Monsieur merci. Bugeaud. Oui. Merci, bienvenue. Un gros merci de vous mettre disponible pour nous, pour répondre à nos questions. Je pense que les gens du Centre de service scolaire René Lévesque vont être contents d'entendre vos réponses. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va séparer la discussion en trois parties pour pas que ce soit trop long pour les gens. Puis une première partie qui va traiter principalement de la sécurité, puis de la sécurité de nous, de nos proches. La deuxième qui va traiter un peu plus de ce qui se passe dans nos écoles avec les élèves, les symptômes, de quelle façon on gère ça et les bulles. Puis le troisième petite vidéo pourrait être celui-là, lorsqu'on a des cas confirmés, comment ça fonctionne, puis de quelle façon on a à travailler ensemble. Ça vous va? Parfait. Oui, tout à fait. Donc, je commencerai avec peut-être une petite question qui. Quelles sont les principales mesures à prioriser en note d'importance là, afin de se protéger soi-même, puis se protéger ses collègues, puis protéger aussi sa famille? Oui, bien, effectivement, il y a une espèce de hiérarchie dans les mesures qu'on peut prendre, là. Et la hiérarchie, elle est basée sur la façon dont le virus se comporte pour pouvoir se reproduire. Donc, il faut juste se rappeler que le virus est quand même un organisme vivant qui a besoin d'un être humain là, pour pouvoir continuer à vivre. Et, euh, et pour ça, ben, il faut qu'il passe d'un humain infecté à un autre humain pour l'infecter et ainsi de suite. C'est un peu sa façon de se comporter. Alors donc, la mesure la plus efficace, c'est quand on peut ne pas rencontrer d'autres humains directement. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire, on se parle, mais on est à distance assez grande que c'est impossible qu'on se transmette un virus. Donc, dans le cas des organisations ou dans le cas des milieux de travail, tout ce qui peut se faire en télétravail, c'est définitivement la meilleure façon de prévenir la contagion. Excellent. Évidemment, c'est pas toujours possible, puis c'est pas Surtout dans le toujours milieu de souhaitable. l'éducation, c'est difficile Oui, aussi, et c'est c'est pas ça? toujours souhaitable, c'est ça. Ouais, ouais. Alors donc, l'autre mesure qu'il faut prendre, c'est rester assez loin des autres humains pour que le virus soit pas capable de sauter. Alors, sa façon la plus efficace pour se promener d'un humain à l'autre, c'est à travers les gouttelettes qu'on émet de toute façon, de façon normale, quand on parle, quand on rit. On émet toujours des gouttelettes qui se promènent entre 1 et 2 mètres de nous, puis des fois un petit peu plus. Si on chante, par exemple, ça peut être plus loin. Alors, puis ça dépend si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, c'est sûr que si on peut faire des rencontres d'humains à l'extérieur, puis on se tient à 2 mètres, on est pas mal sécuritaire. Quand on est à l'intérieur, ça dépend du type de ventilation qu'il y a dans la pièce, etc. Donc, de façon générale, par contre, là, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on garde une distance d'au moins 2 mètres, ça c'est 2 grandes longueurs de bras pour des adultes, euh, il y a peu de risques qu'on se transmette l'infection. OK. Alors, l'autre chose, c'est que, évidemment, si on émet des gouttelettes continuellement quand on parle, ça veut dire que ces gouttelettes-là, ils tombent en quelque part sur les tables, sur tout ce qui nous entoure. Et on pourrait très bien se passer la main sur un objet, puis après ça, se passer la main dans le visage, puis le virus va passer soit par nos yeux, par notre nez, par notre bouche, pour pouvoir rentrer. Donc, se laver les mains très souvent, c'est encore aussi une autre mesure de protection qui vient, si on regarde la hiérarchie, c'est ce qui viendrait après la distance. OK. Et finalement, une autre façon de se protéger, une protection complémentaire, c'est d'avoir un masque efficace pour empêcher nos gouttelettes de se promener, justement. Alors, il y a plusieurs efficacités de masques. Les plus efficaces pour ça sont les masques chirurgicaux qu'on utilise dans les hôpitaux et puis qu'on utilise dans tous les milieux de travail là, pour ce qui est des employés eux-mêmes. Mais il y a aussi des couvre-visages qu'on appelle, qui sont fabriqués en usine ou à la maison, qui ont une bonne efficacité aussi. Actuellement, on n'a pas de normes au Québec là, pour les couvre-visages, mais c'est quelque chose qui va nous arriver bientôt, probablement d'ici la fin de l'année. On saura qu'il y a des couvre-visages qui sont plus efficaces que d'autres, on pourra les acheter ou les fabriquer selon ces normes-là. OK. Il y a finalement, ben, ça, c'est les mesures pour se protéger. Mais évidemment, si les gens qui ont des symptômes ne se promènent pas, ne vont pas rencontrer d'autres humains, ben, ils vont moins le transmettre aussi, bien sûr.
Alors, une mesure de base fondamentale, c'est que dès qu'on a le moindre symptôme, il faut rester à la maison. Puis, aller voir sur le site québec.ca notre outil d'autodiagnostic. Et puis, en regardant ça, on va savoir si on risque d'avoir la COVID. Et si oui, ben, l'outil va nous proposer un endroit pour aller se faire dépister. Okay. Alors, en attendant, on reste à la maison, on se rend à notre rendez-vous sans rencontrer personne, et puis on revient à la maison pour attendre le résultat. Okay. Alors, ça, c'est quand on a des symptômes. Okay. Je ne sais pas si ça résume un peu. Oui, mais c'est un bon résumé des 4 principales règles. Là. Distanciation, bien se laver les mains, port du couvre-visage. Puis nous, dans les dernières semaines, là, on utilise le masque de procédure là, à l'intérieur de nos établissements, ce qui est encore un peu mieux là, que le couvre-visage. Ouais. Et rester à la maison si on a des symptômes. Il y a des questions, entre autres, de personnel de nos écoles secondaires. On le sait, ce n'est pas toujours simple pour nos élèves, là, lorsqu'ils sortent à l'extérieur, de garder cette distance-là. Donc, ils sont dans leur bulle, dans l'école, ils sortent, les bulles se défont, et des fois, ils ne respectent pas le 2 mètres. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est en danger comme une personne qui va ensuite, par exemple, enseigner ou être en rapport avec ces élèves-là par après? Bien, si on pense à l'enseignant là, qui va être en présence de ces élèves-là qui pourraient être infectés, bien, encore là, les mesures que l'on prend sont importantes. Alors, on demande à l'enseignant de rester au moins à 2 mètres de ses élèves. Et si jamais il doit être plus proche, bien, il y a 2 façons de le faire. C'est soit d'avoir un bureau qui est séparé avec un plexiglas, par exemple, pour que l'élève puisse être proche sans être en contact. Le plexiglas bloque vraiment les projections, des gouttelettes qu'on projette tout le temps en parlant. L'autre chose aussi, c'est aussi de mettre un masque pour le professeur, de toujours maintenir un masque quand il risque d'être à moins de 2 mètres de quelqu'un d'autre. Puis, il faut prendre le moins de 2 mètres le plus large possible. On devrait se mettre dans la tête 3 mètres. Là. Puis comme ça, on est plus sécuritaire qu'on ne va pas le dépasser. Oui, souvent, en mettant 2 mètres, on peut être un peu plus proche. Ouais, un peu plus proche. C'est ça. OK. Donc, l'idée, c'est ça revient à respecter nos mesures. Plus on va se tenir loin, plus on va garder les équipements de protection. Puis, je comprends dans la hiérarchie, la distanciation est la première. Puis ensuite, si on a à se rapprocher, idéalement, ce serait un plexiglas, par exemple, une barrière physique. Puis la troisième est celle d'utilisation de nos équipements, masques de procédure et visière. Oui. Si on a à les mettre là, en ordre. En ordre. Ouais, de priorité. OK. Il y a des questions aussi à savoir. Supposons que les personnes, nos employés, habitent avec des parents âgés ou des personnes plus vulnérables, puis qu'il y a eu un cas de COVID dans l'école. Est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils vont être retirés automatiquement? Est-ce qu'ils vont être plus à risque, etc.? Donc, il y a un cas de confirmé dans l'école. Eux l'apprennent. Comment ils doivent réagir? Bien, il faut se rappeler que le virus, c'est quand même un être vivant réel, matériel. Donc, il ne peut pas sauter sur le monde si les gens ne sont pas proches. Alors, si le cas de COVID est arrivé dans une autre classe où il n'y a pas eu de contact du tout avec le cas de COVID, il n'y a rien qui change là, pour la personne. Ce n'est pas parce qu'il y en a eu dans l'école que les choses changent. Par contre, si la personne a été en présence du cas de COVID comme tel, bien, à ce moment-là, elle va être identifiée comme un contact qui peut être à risque modéré ou faible. Alors ça, c'est une évaluation que fait l'infirmière quand elle fait l'enquête des cas et des contacts. Et donc, quelqu'un qui serait, par exemple, dans la même classe, on va prendre 2 enfants, par exemple. Alors, 2 enfants dans la même classe qui n'ont pas nécessairement de masque, mais qui se tiennent à 1 mètre et demi, comme dans la classe habituelle. Bien, ils sont en dedans du 2 mètres et puis ils peuvent avoir échangé plus proche les gens qui font partie de la bulle de classe, par définition, c'est qu'on permet qu'ils puissent se rapprocher pour qu'il y ait une vie un peu normale à l'intérieur de la classe. Alors, si dans une bulle de classe, on a un cas de COVID confirmé, généralement, l'ensemble de la classe va être un cas modéré. Et les cas modérés, on leur demande de s'isoler.
Donc, une personne comme ça qui serait identifiée par la santé publique comme un contact modéré, on lui demanderait de s'isoler. Donc, il faudrait trouver une façon, dépendant de l'âge de l'enfant, d'être plus ou moins éloigné de ses parents âgés. OK. Alors, si c'est un enfant qui est assez âgé, ben, il peut s'organiser pour avoir sa chambre tout seul et puis avoir sa nourriture qui lui est livrée comme ça, là, sans trop de contact. Si c'est un enfant plus jeune, ben, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'occuper de cet enfant-là. Si les parents sont vraiment âgés ou atteints de maladies chroniques sévères ou immunosupprimés, quelque chose comme ça, il faudra envisager une gardienne ou quelque chose comme ça pour pas que les parents soient Pas qu'il y ait de contact. Ça devient plus compliqué dans ce temps-là, mais c'est très rare. De ce que je comprends, c'est qu'à partir du moment où la personne aurait respecté, aura toujours été à une bonne distance et tout ça, le risque pour cette personne-là va être faible et elle va pouvoir poursuivre ses activités en s'auto-évaluant, en regardant s'il n'y a pas de symptômes qui apparaissent. Mais s'il y a eu à l'analyse, si la distanciation était plus faible, plus fréquente et tout ça, c'est la santé publique qui, à ce moment-là, prendra la décision de la retirer. Oui, c'est bien ça? Bien sûr. Oui. Okay, parfait. Donc, en conclusion, on fait le tour un petit peu de ce qu'on vient de se dire, c'est que par le respect des principales règles des consignes sanitaires, la distanciation, lavage des mains, couvre-visage, évaluation des symptômes, si on en a, on reste à la maison. On se protège, on protège les autres. Puis en plus, c'est que quand il y a un cas de confirmé, ça fait en sorte que nos risques vont être beaucoup plus faibles d'être nous aussi confinés. Exactement. Donc, Ce n'est pas plus compliqué que ça. Bon, mais merci beaucoup. On va terminer cette première merci. petite capsule-là, puis on va revenir avec une autre là, qui va traiter justement lorsqu'il y a des cas de confirmés, de quelle façon ça se fait. D'accord.